merci de me recevoir. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler d'origami et mathématiques. Alors, et j'espère qu'on va en fabriquer ensemble à la fin. Alors, si tout se passe bien, on fera même un tour de magie basé sur l'origami. Donc, on verra ça. Alors, l'origami et les mathématiques, ça commence comment? Au départ, en fait, il n'y a pas de mathématiques. Donc, l'origami, c'est assez vieux. Alors, l'évolution de l'histoire de l'origami, au départ, en fait, c'était essentiellement montré comme un art du pliage japonais. Alors, il semble que ça a été importé de Chine vers le 6e siècle. Et tout de suite, l'origami va s'implanter. Et au Japon, il va y avoir deux tendances qu'on va retrouver d'ailleurs actuellement. Il va y avoir un aspect rituel de l'origami et un aspect ludique dès le départ. Donc il y avait vraiment deux approches. On pouvait faire aux enfants ou aux gens juste de l'origami comme ça pour s'amuser, donc plier du papier, ou sinon il y avait des démarches rituelles. Alors les démarches rituelles, on les retrouve dans l'histoire de Sadako Sasaki, que vous avez peut-être entendu parler déjà. Alors Sadako Sasaki, c'est une survivante de la bombe atomique d'Hiroshima, et en fait, quelques années plus tard, elle tombe malade de la leucémie. Et là, en fait, donc ça va être l'aspect rituel qui va être mis en place. En fait, elle va essayer de faire 1000 grues, parce qu'en fait, lorsqu'on réalise 1000 grues, on peut réaliser un souhait de guérison, de bonheur, etc. Alors en fait, elle va mourir avant. Elle va en faire 687 ou 684. Et en fait, les élèves de sa classe vont terminer son œuvre, mais du coup c'est resté dans l'histoire, et donc depuis, ces 1000 grues, etc., c'est surtout un symbole de paix, et donc l'aspect rituel, il est encore là. Alors, donc l'aspect ludique, on l'a eu en France, et en fait, alors il est arrivé avant en Allemagne. Alors, pour ceux qui connaissent l'Allemagne, il y a souvent des activités autour du pliage de papier en Allemagne. Alors pourquoi? C'est parce que vers les années 1800, alors je ne sais plus si c'était un mathématicien, en tout cas c'était quelqu'un qui faisait de la pédagogie et qui va créer ce qu'on appelle les kindergarten, c'est les jardins d'enfants. Et dans ces jardins d'enfants, il a tout un programme, et notamment du pliage d'origami pour entraîner les enfants à la patience, au pli, au geste, etc. Et ensuite, ça va être transporté en France vers les années 70, et en France, on a carrément une ligue des plieurs de papier. Donc une grande association, et on va avoir des gens fameux, on va en parler un peu plus tard, qui vont vraiment participer à l'histoire de l'origami. Alors, on peut se dire, oui, qu'est-ce que font les mathématiques dans cette histoire d'origami? Alors, ça, c'est ce qu'on sait faire d'habitude, ça vous avez peut-être déjà fait. Là, j'en ai fabriqué une juste pour montrer. Alors, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facile. Ok, c'est une grue. Alors là, il y a une suite d'instructions pour ceux qui ont fait des cocottes en papier quand ils étaient petits. C'est la même chose. Étape 1, je plie ma fille en 2. Étape 2, je la replie en 4, etc. Bon, ok, ça marche. Maintenant, voilà ce qu'on sait faire depuis qu'il y a les mathématiques dans l'origami. Alors, ça, c'est une seule feuille de papier pliée. Il n'y a pas de collage, il n'y a pas de découpage. C'est vraiment une seule feuille de papier. Alors peut-être ça vous impressionne, peut-être pas encore assez. Alors voilà encore ce que je vais vous montrer ensuite, c'est encore une seule feuille de papier pliée. Voilà. Bon, celui-là, je n'ai même pas essayé de le faire parce qu'il est trop long, mais j'en ai fait un quand même pour l'occasion, pendant que j'étais. Je vous ai fait un petit Pégase ailé. Voilà, donc il est vraiment en 3D. Vous avez les 4 pattes, la queue, les ailes, la corne, la tête, etc. Donc ça, maintenant, si vous me donnez n'importe quel truc, a priori, on peut trouver un pliage qui va le réaliser. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais là, on a fait un bond tout d'un coup. Avant, l'origami, il fallait aller chez un maître d'origami, passer 10, 20 ans à travailler avec lui pour espérer découvrir ses secrets de pliage, etc. Alors ça, c'est pas que ça n'existe plus, c'est simplement que maintenant, grâce aux mathématiques, du coup, on a un moyen d'accéder à des techniques de pliage qui sont beaucoup plus sophistiquées que ce qu'on avait avant, et qui du coup ont révolutionné complètement la manière de faire des objets.
Alors on va avoir quelques termes que je vais utiliser. Quand vous prenez un pliage comme ça, et que vous, donc là c'est la grue, vous le dépliez, vous avez votre feuille. Alors là j'ai mis la feuille carrée parce que pour la grue on part d'une feuille carrée, mais les feuilles ne sont pas obligatoirement carrées. Je vous montrerai tout à l'heure un origami qui n'est pas fait à base d'une feuille carrée, et vous verrez l'effet que ça a. Alors vous voyez que sur cette feuille carrée, du coup on a des symboles, enfin on a des lignes. Ça ce sont les lignes de pli. Alors, par exemple, alors je vais le faire ici. Alors, je suis désolé, alors je vais me mettre là pour parler et en même temps plier. Ça marche là? Oui, bon, ça a l'air. Alors, en fait, si vous prenez votre... Bon, d'ailleurs, là... là... Oui, alors, là, c'est une feuille d'examen, donc elle a été pliée en deux. Donc on voit qu'il y a un pli déjà au milieu, et vous voyez que ce pli-là, si je le mets devant moi, ça nous fait ce qu'on appelle un pli vallée. Maintenant, je peux la replier comme ça. Ok, donc là, si je la regarde, évidemment, c'est un pli montagne. Et évidemment, là, quand je vais avoir, regardez mon pli, je vais avoir des plis vallées, pli vallée, pli vallée, pli montagne. Vous voyez qu'ils ne sont pas tous dans la même configuration. Alors, du coup, cette configuration de plis, ce qu'on appelle le canevas de l'origami, donc on peut se donner, d'ailleurs c'est ce qu'on a dans les livres d'origami quelquefois, hein, on vous donne le canevas avec certaines indications, celles qui sont en pli vallée et pli montagne, et puis vous devez construire l'objet. Alors c'est pas forcément facile, on verra ça tout à l'heure. Hop, mais donc revenons maintenant à notre problème. Là, imaginons que tout d'un coup on veuille faire une araignée. Bon, je sais pas. J'espère qu'il n'y a pas de gens qui sont phobiques des araignées ici. Est-ce que c'est possible? Réponse oui. En fait, c'est même automatique. Alors, le pliage que vous avez à droite, là, c'est celui qui va vous permettre de créer l'araignée qui est juste à gauche. Bon, alors, comment c'est possible que tout d'un coup, on arrive à, juste en regardant l'objet et en mettant un certain nombre d'indications, à créer cet objet? Alors, justement, c'est là où les mathématiques arrivent. Hein. En fait, il faut avoir une manière de coder les plis. Alors, coder les plis, comment ça se fait? En fait, ça va être fait dans les années 80, justement, hein, par un mathématicien français, Jacques Justin. Alors, à peu près à la même époque, il y aura un mathématicien italien, qui travaille, je sais plus si, je crois qu'il travaille en Italie, mais d'origine japonaise, Umiaka Usita, qui vont avoir à peu près la même démarche et qui vont eux aussi mettre au point ce qu'on appelle des axiomes. Donc les axiomes, vous les connaissez déjà, par exemple en géométrie. Par deux points passe une seule ligne. Si j'ai deux droites qui ne sont pas parallèles, elles se coupent au moins en un point, etc. Ça, c'est des choses qu'on sait, qu'on peut axiomatiser, et on peut du coup décrire un ensemble de formes géométriques qu'on peut construire à partir de ces axiomes. Alors là, c'est pareil, sauf que vous voyez que les axiomes, c'est simplement, je prends deux points, donc on va raisonner sur les points, et puis je vais essayer de formaliser. Par deux points, combien je peux faire passer de plis? Bon, je peux en faire passer un, c'est la même chose que pour la droite. Donc il y en a un certain nombre. Si j'ai deux points, est-ce que je peux en envoyer un sur l'autre? Alors ça, c'est un truc qu'on connaît très bien, parce que si vous avez deux points, vous allez le faire naturellement, vous allez regarder, et vous allez mettre la feuille l'une sur l'autre, okay, vous allez faire un pli, du coup, qui se trouve être l'axiome 2. Bon, alors, on peut continuer comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y en a un seul, là-dedans, qui est vraiment hyper important, c'est l'axiome 6. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que l'axiome 6, c'est le seul qu'on ne peut pas récupérer avec les axiomes classiques de la géométrie. Donc, c'est justement un truc qu'on ne fait pas avec la règle et le compas, c'est ce qu'on a souvent quand on fait les cours de géométrie, on vous dit oui, alors prenez votre compas, prenez votre règle, fabriquez tel objet. Bon, typiquement, ça limite le type de construction qu'on peut faire. Cet axiome 6, c'est justement celui qui fait sortir l'origami, du coup, des constructions classiques. Alors, ça va avoir une importance considérable, et c'est là où tout d'un coup, les gens ont commencé à réfléchir différemment. C'est qu'il y a des problèmes où on sait que ce n'est pas possible, avec les axiomes classiques qu'on a en géométrie, de les faire. Alors, il y en a un qui est connu, c'est que des problèmes de l'Antiquité, mais celui-ci, c'en est un. Vous prenez un angle et vous essayez de le découper en trois. Bon, alors on se dit, ouais, bon, alors la question c'est comment je fais avec un compas
et une règle non graduée pour faire ça, réponse, c'est pas possible. Ça, c'est un théorème, hein, c'est pas non plus facile à démontrer, donc mais ça se fait. Et essentiellement, ce qui se cache dessous la trisection de ce qu'on appelle la trisection de l'angle, c'est un problème de résolution d'une équation de degré 3. Bon, alors on ne va pas non plus expliquer pourquoi, mais c'est exactement ce qui est capable de faire l'origami. Donc tout d'un coup, il y a des choses, je pense que c'est vraiment, s'il y a un truc à voir, c'est un peu ça. Donc il y avait des choses qu'on ne savait pas du tout faire, constructivement. Tout d'un coup, elles deviennent possibles parce qu'on a changé notre manière de voir la construction des objets. Alors, on peut imaginer que là, l'origami en donne une possibilité. On pourrait imaginer, tiens, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé, hein, qui nous permettrait même de lever des impossibilités constructives, mais simplement qu'on n'a jamais imaginées. Alors en fait, cette possibilité que l'origami a de faire des choses que la géométrie usuelle ne permet pas, ça avait été en fait découvert par une mathématicienne italienne. Alors j'en profite parce que c'est pas souvent qu'on parle des femmes mathématiciennes, là il y en a une, je crois que c'est Alessandra Belloc, qui travaillait en Italie, et qui a écrit un article qui est la première en 1934, donc bien avant Jacques Justin, bien avant les Japonais, etc., qui avait démontré qu'effectivement l'origami permettait de faire ça. Donc là il y a un truc qui s'était passé, ça a été complètement mis sous silence. Alors pourquoi? Bon, c'est l'histoire des fois des idées, hein. Ça a été passé sous silence parce qu'essentiellement c'était une mathématicienne. Donc on la connaissait pour ses travaux de recherche, mais cet article-là, elle ne l'avait pas mis dans les travaux de recherche, elle l'avait mis dans une partie, pour elle, c'était un peu de la didactique. Vous voyez, on retombe sur l'aspect ludique des origamis. Bon, c'est l'origami, c'est marrant, quoi. Bon, alors hop, on met autre part que dans un article de recherche. Alors ça a changé depuis, mais bon. Alors, plutôt que vous embêter avec, on pourrait encore continuer sur ces axiomes, les décrire, etc., on va passer à un problème qui est très concret, et très pratique dans plein d'applications où l'origami, du coup, va avoir un impact. Le problème qu'on va avoir, ça va être de dire, ok, je prends un volume, n'importe lequel, ou je prends un objet, et j'essaye de le mettre à plat. Okay, donc, alors ça, c'est un truc que vous savez déjà faire, a priori, ou que vous avez déjà vu. Par exemple, si vous allez dans un magasin pour acheter des vêtements, et que ou au McDo, généralement, les sacs qu'on vous donne, ils ne sont pas sous forme de sacs dépliés, justement. Ils sont bien à plat, sous le comptoir, et en fait, ils sortent quelque chose qui est tout plat, qu'ils vont déployer pour faire un volume. D'accord? C'est la même chose, je ne sais pas, moi, si vous achetez une pâtisserie, vous allez avoir une boîte qui est à plat dans la boulangerie, qu'on déploie et qui forme un volume aussi. Donc la question que se sont posées les mathématiciens, du coup, c'est quelles sont les règles pour qu'un pliage se mette à plat. Donc les applications, elles sont gigantesques, hein, parce qu'on va avoir plein de constructions. Du coup, imaginez quelque chose qui serait très grand et que tout d'un coup, on va pouvoir réduire à un truc tout plat. Donc pour le transport, c'est sympa. Enfin bref, pour le stockage, c'est sympa aussi. Donc il y a plein de bonnes raisons de le faire. Alors, dit comme ça, c'est des problèmes qui sont trop durs. Donc, on ne va pas faire ça. Nous, on est mathématiciens, donc on aime bien les choses faciles. Donc du coup, on va réduire la difficulté de ce problème-là, qui a l'air complètement fou. Et on va se dire, ok, je ne vais peut-être pas regarder partout, je vais juste regarder en un point de ma structure, donc dans un point d'un pliage, quelles sont les conditions sur ce pliage, donc sur les plis qui arrivent en un sommet, pour que, si je fais les plis qui arrivent en ce sommet, ça se mette à plat. Okay, donc ça, c'est une procédure classique en mathématiques, on le fait souvent. Alors, du coup, là, ça devient, on peut commencer à réfléchir. Alors, en fait, on s'aperçoit assez rapidement qu'il faut un degré pair. Alors là, ça paraît pas clair, mais on va voir que c'est une des premières conditions qu'on a. C'est-à-dire que si vous avez seulement 3 plis, ça marche pas. En fait, pourquoi ça marche pas? C'est parce que vous allez avoir des conflits de plis. Tout de suite, alors vous pouvez faire l'expérience vous-même à la main, hein. C'est même pas la peine de démontrer quoi que ce soit, vous le faites vous-même, vous faites 3 plis qui arrivent en un sommet, ça se mettra jamais à plat. Alors par contre, quand c'est pair, ça peut se mettre à plat. Alors on se dit, bon c'est super, on a au moins une première condition, là, si je veux que mon objet se mette à plat, il faut au minimum un nombre pair de plis. Donc 2 ou 4. Alors le 2, il est facile, hein, parce que c'est la feuille pliée en 2. La feuille pliée en 2, donc je vais vous faire le sommet ici. Ok.
Enfin, si je fais comme ça, c'est sûr que c'est plat. Hein. D'accord ? Et quand je fais comme ça, vous voyez que ici j'ai deux plis montagne. Un pli montagne là et un pli montagne là. Okay, donc deux plis. D'accord ? Alors là, ben, du coup, j'ai un sommet qui est au milieu et les lignes vertes sont des plis vallées et la ligne rouge, c'est un pli montagne. Alors on voit, ben, ça marche. Okay, on peut le plier, etc. Question, est-ce que cette condition, elle est suffisante pour que ça marche ? Alors, en fait, malheureusement, non. Ça ne va pas suffire. Il y a des cas où c'est bien pair et pourtant ça ne se plie pas. Alors là, je pense que je l'avais fait justement pour vous montrer. Hop. Alors en fait, ici, alors je suis désolé, c'est un peu compliqué de montrer en même temps les... Alors en fait, pourquoi ça ne marche pas ? En fait, vous avez les plis rouges qui sont des plis montagne. Et vous voyez, donc ceux-là, c'est bon, ils se mettent à plat, ils se mettent l'un sur l'autre. Ceux-là, bon, à la limite, ça irait. Mais ici, vous allez avoir un conflit de plis. Vous voyez, ces deux-là sont montagnes, mais celui-là, il faudrait qu'il soit vallée. Et là, par contre, ça va créer un problème. Donc là, on va avoir des confrontations entre les plis vallées et les plis montagnes. Alors, est-ce qu'on peut dire un peu mieux ? Alors la réponse est oui. Là, on voit, par exemple, c'est juste une petite modification. Vous voyez qu'entre les deux, j'ai juste changé un des plis en pli montagne. Celui du bas, il était vert avant, quand c'était pas possible. Et puis, hop, je le passe en rouge, et là, on peut le plier. Bon, alors, qu'est-ce qui a changé entre les deux, et qu'est-ce qu'on peut dire exactement ? Alors ça, c'est un fameux théorème. Donc, c'est un théorème qui date des années 88, je crois, à peu près. Donc, Maekawa, Justin, donc les deux qui l'ont fait. Et en fait, c'est assez facile d'avoir une bonne condition de pliage à plat. Il faut qu'il y ait une différence de 2 entre le nombre de plis vallées et le nombre de plis montagne. Alors en fait, effectivement, on voit que ça marche. Alors comment on démontre ce truc-là ? Alors ça, c'est intéressant, par contre. Alors je dois l'avoir ici. Comme ça, je vais vous le montrer. Pour vous faire sentir que finalement, ça ne tient à pas grand-chose. Hop. Alors en fait, ce qu'on va faire... En fait, je ne vais pas prendre toute la feuille, mais je vais prendre juste un petit cercle comme ça. Okay, et là, vous voyez qu'il y a mon sommet. Donc c'est l'endroit où je fais arriver les plis. D'accord ? Donc là, bah, j'ai fait un truc qui se met à plat comme ça. Paf. Okay, donc j'ai mes deux plis vallées qui sont là. Ici et ici. Alors, si je le ferme, vous voyez que ça fait une petite bouche comme ça. Okay, bon, alors qu'est-ce qui se passe maintenant si je remets à plat, mais que je rajoute quelque chose ? Donc là, il y a deux plis vallée, 0 pli montagne, différence de 2, ça marche. Okay. Maintenant j'en fais un autre, celui-ci. Alors je l'ouvre un peu. Vous voyez que ce que j'ai fait en fait, c'est je suis à plat, donc ça doit être tout plat, et puis le reste doit s'applier dessus. Alors j'ai fait un pli, donc je vais par là, et après je retourne par là. C'est normal puisque j'ai fait un pli qui est un pli du coup montagne après le pli vallée. Si je fais un pli montagne, ça part de ce côté-là, mais il faut que je replie pour tomber ici. Donc je dois refaire un pli vallée. Donc en fait ce qui se passe, c'est que quand vous rajoutez un pli, vous en rajoutez deux en fait qui s'annulent. Ce qui fait que la différence de 2 initiale, elle va perdurer tout le temps. Donc là ça se voit à peu près. Vous avez en fait un zigzag. C'est ça qui va se passer. Donc le pli initial, c'est les deux sont l'un par-dessus l'autre. Ok, donc ça fait un truc plat. Si je rajoute un pli, ce qui va se passer, c'est ça. Hop, hop, hop. Mais là, vous voyez que du coup, vous avez rajouté un pli vallée, un pli montagne. Donc en fait, vous n'avez rien fait en termes de nombre de plis complets. Ce qui fait que la différence de 2, qui était le pli trivial au départ, bah, va rester tout le temps. Alors on pourrait, évidemment, il faut quand même un petit peu plus travailler, mais c'est vraiment ça l'idée, il n'y a vraiment pas plus. Hein. Donc là on est content, on se dit bon bah ok, ça fait un truc qui permet de mettre à plat. Alors est-ce que du coup si je vous donne un dessin comme ça, est-ce que c'est facile de savoir si ça se met à plat ? On pourrait se dire bah, c'est facile, je compte les nombres pairs, dès qu'il y en a un qui est impair c'est pas bon, dès qu'il y a une différence qui est plus que 2 c'est pas bon non plus. Mais du coup est-ce que c'est facile de voir globalement, hein, si je prends un vrai dessin ? Donc par exemple, un sur lequel on va retourner un peu plus tard. Par exemple celui-là, vous voyez qu'il y a des plis rouges et des plis bleus.
on le fera tout à l'heure, est-ce que celui-là se met à plat? Bon, bah là, en fait, la seule façon de savoir, c'est de le faire. Ce qui est moyen en mathématiques, hein, comme résultat. En fait, c'est tellement difficile qu'on n'a pas de moyen de passer du local au global. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on sait faire sur un sommet qui nous permet de dire si un truc est plat ou pas, n'est pas suffisant globalement pour décider du fait qu'un origami complet se met à plat. Donc là, on voit qu'il y a une difficulté qui est d'ordre combinatoire, hein, qui est pas triviale. Alors, j'en profite parce que ça, par exemple, vous voyez qu'à côté, là, il y a des lignes noires et des lignes un peu plus grises. Donc les lignes noires sont des plis montagnes, les lignes grises sont des plis vallées. Et là, vous voyez que celui-là, par exemple, il se met à plat. Alors, est-ce que c'est facile de le voir? Non. Il a été construit explicitement par ordinateur, hein, pour qu'il vérifie toutes les bonnes conditions sur les angles, etc. Et effectivement, quand on le fabrique, ça se met à plat. Alors la question, c'est comment je le fabrique? Parce que là, on a parlé d'origami, donc tout le monde a en tête la cocotte, en fait. Okay. Alors celui-là, c'est impossible, hein. Là, en fait, vous ne pouvez pas passer de là à là avec une suite d'étapes. Alors, on le verra tout à l'heure. Pour faire cet origami qui est juste sur la droite, vous devez faire tout, je dis bien tout, hein, tous les plis d'abord, tous. Okay. Donc vous faites tous les plis et ensuite vous compressez. Et les plis rentrent eux-mêmes à la bonne position et vont faire la forme. Donc on est très très loin d'une construction d'un origami avec une suite d'instructions. Là, on sort de ce cadre-là. Donc on voit que évidemment, on va avoir beaucoup plus de formes qui sont accessibles, mais du coup, c'est au prix d'une complexité de pliage qui ne va pas être négligeable. Donc ça, c'est Robert Lang, qui est à Stanford, et c'est lui qui va créer en fait ce fameux logiciel qui va permettre de faire celui de l'araignée que je vous ai montré tout à l'heure. Alors c'est basé sur un certain nombre de mathématiques, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là, j'ai envie de vous raconter autre chose. Mais typiquement, là, il a vraiment, lui, implémenté un certain nombre d'idées sur la manière, par exemple, de faire 4 pattes. Si j'ai un objet avec 4 directions qui partent d'un corps, comment je peux faire la construction du pliage qui va le faire? Bon, il y a un certain nombre de règles qui sont purement géométriques pour le coup. Donc ça, c'est possible. Alors ça, on va passer, et je vais passer à ça. Donc, pourquoi tout d'un coup l'origami est devenu beaucoup plus... est sorti du cadre simplement des gens un peu... ok, c'est marrant, on fait un peu de maths, on fait un peu d'origami. Bon, pourquoi c'est sorti de ce cadre-là et que tout d'un coup, dans les écoles d'ingénieurs, on va avoir des cours d'origami? Donc c'est ça la question qu'on peut se poser, et quel intérêt ça peut avoir? Alors, en fait, il va y avoir pas mal de raisons. Alors, il y en a un, c'est le pliage de Miura, c'est que, vous voyez, alors on va peut-être rentrer là dans des exemples d'origami. Ça, bon, j'en ai fait un juste pour rigoler, mais c'est un papillon. Ça, c'est un type d'origami. Donc lui, il est rigide, hein. Une fois que vous l'avez fabriqué, il ne bouge plus. Enfin, je peux le plier, hein, mais je veux dire, a priori, il ne bouge plus. Ça, c'est une suite d'instructions. Donc c'est comme la cocotte. 1, 2, 3, et au bout de 10 coups, paf, vous obtenez le papillon. Bon, okay. Un autre qui est de ce type-là, où est-ce que c'est? C'est celui-ci. Ça, c'est une fleur de cerisier. Bon, ok, ça aussi, c'est une suite d'instructions. Du coup, je me suis amusé. J'en ai fait une à 7, comme la fleur du tiaret de Tahiti. C'est possible, c'est aussi une suite d'instructions. Ok, donc on a quelque chose qui marche, là. Alors, ceux-là, ils ne bougent pas. Une fois qu'ils sont fabriqués, ils restent en forme. Alors, on en parlera peut-être après, mais il y a 2 types d'origami, enfin, plusieurs types d'origami. Mais il y en a un que je vais tout de suite évacuer, comme ça vous saurez qu'on fera autre chose nous. En fait, il y a des origamis qu'on construit soit avec une seule feuille, donc c'est ceux dont j'ai parlé, donc par exemple fleur de cerisier, le pégase, la grue, etc. Soit on va avoir des assemblages de papier, ce qu'on appelle de l'origami modulaire. Alors ça, c'est super intéressant à faire avec tout le monde d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a beaucoup de géométrie, il y a beaucoup de mathématiques dans ces constructions-là. Donc, en fait, c'est des petits morceaux de papier qu'on va assembler les uns avec les autres, donc sans colle, mais qui vont fabriquer des formes. Alors, pour fabriquer ces formes, il faut connaître quand même un minimum de géométrie. Donc, en fait, là, on ne se rend pas compte, mais si on regarde bien,
il y a 12 pentagones, c'est le dodécaèdre, et ça, du coup, on sait que ce dodécaèdre, c'est un des polyèdres réguliers de Platon, les premiers. Donc ça, on peut le faire. Si on augmente un peu la complexité, on a celui-là. Alors, vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça, c'est un ballon de football. Okay. Alors, sur un ballon de football, généralement, donc dans les anciens, au moins, parce que maintenant, ils font plein de nouvelles variantes, mais sur les anciens ballons de football, vous aviez des taches noires et des taches blanches. Okay. Bon, il y avait 12 taches noires. Qu'est-ce que c'est que ces taches noires? C'est les 12 pentagones, d'ailleurs qu'on retrouve ici, okay, qui font que la structure va se fermer, ça va être une sphère, justement, ou ressembler à une sphère. Et en fait, autour de ces pentagones, ils sont chacun entourés d'hexagones. Alors, si vous mettez que des hexagones entre eux, bah, vous avez les alvéoles des ruches d'abeilles. Ça fait un truc qui est plat, ça ne fait pas un truc qui est courbé. Pour avoir de la courbure, vous êtes obligé de remplacer un des hexagones des alvéoles d'abeilles par un pentagone. Et c'est ce qui explique. Alors, pourquoi il y en a 12? Ça, c'est encore des maths, ce qu'on appelle la caractéristique de l'air qui permet de faire ça, et qui permet de démontrer qu'effectivement, il n'y en a que 12. Okay. Alors, ces origamis modulaires, ils permettent de faire plein de trucs rigolos. Donc là, c'est une espèce de... Ça, en fait, ça ne se voit pas, mais c'est un cube octaèdre. Hein. C'est-à-dire, c'est un cube tronqué, où on fait apparaître des triangles et des carrés sur chacune des faces. Donc, c'est encore un polyèdre régulier. Et une fois qu'on a compris ça, bah, du coup, vous pouvez facilement les construire. Alors, je ne vous encourage pas à regarder, par exemple, ce type de choses sur Internet, par exemple sur YouTube. Pourquoi? Bah, souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de construire. Donc, ils sont en train de construire en suivant une espèce de règle. Bah, là, il faut que j'en mette 3. Là, mais bon, au bout d'un moment, si on se perd, on se perd. Alors que si vous connaissez la forme géométrique que vous devez obtenir, il n'y a pas de secret. C'est un polyèdre régulier. Donc, autour du carré, vous n'avez que des triangles. Ensuite, entre deux triangles, vous avez un carré, etc., etc. Et là, vous formez votre truc facilement, sans besoin d'avoir 50 000 instructions. Donc ces origamis modulaires, pour l'instant, on va les mettre de côté et on va se concentrer plutôt sur des origamis qui sont faits avec une seule feuille. Okay. Alors celui-ci, je l'ai fait du coup pour vous montrer. Hop. Alors voilà, ça c'est le pillage de Miura. Alors il faut que je le prenne quand même. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce pillage de Miura? D'ailleurs, première chose, je peux le mettre à plat. Vous voyez que je peux l'aplatir complètement, ok, il va se mettre à plat. Bon, donc ça veut dire que les conditions du théorème de Maïkawa-Justin là sont vérifiées. Deuxième chose, il bouge. Je peux le faire bouger. Alors, ok, on va le faire. Ok. Alors, hein, ça paraît pas exceptionnel comme ça, pourtant ça, c'est pas contenu dans les plus grands manuels de physique théorique qu'il y avait dans les années 50, 60, même après, les Landau-Lifshitz, pour ceux qui connaissent. Dans ces livres de physique théorique, cet objet n'existe pas. Alors pourquoi il n'existe pas? Alors ça, c'est super intéressant. Si vous prenez, généralement, alors je ne vais pas le faire avec ma chemise quand même, mais si vous prenez par exemple un chewing-gum, okay, vous prenez un chewing-gum, bon, ok, vous tirez dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agrandit d'un côté puisque vous tirez. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Il diminue. On est tous d'accord, hein, on l'a tous fait, généralement un jour au moins. Hop, on tire, il devient plus petit d'un côté, dans la direction transverse à l'étirement. Regardez celui-là. Si vous regardez bien, en fait, il s'étend dans les deux directions. Vous voyez? Alors ça, c'est justement ça qui n'était pas prévu par le livre de physique théorique, c'est quand même rigolo. Donc, alors, on le retrouve dans la nature. Je crois que c'est des feuilles de châtaignier qui sont comme ça, où elles se développent, hop, et elles ont ce type de structure. Donc là, on commence à avoir un petit intérêt qui dépasse simplement juste le pliage comme ça pour faire des jolis objets. Si la nature s'en est déjà servie, c'est sans doute elle avait des bonnes raisons de le faire. Alors ça, ce que je suis en train de dire, c'est quand même pas une trivialité, hein, c'est un mouvement qu'on peut appeler biomimétisme. Ça veut dire qu'en fait, s'inspirer de la nature et voir comment on peut le recréer nous, de manière artificielle ou pas, pour créer des nouvelles choses. Donc là, typiquement, le pillage de Miura, il reproduit un procédé qui a déjà été utilisé par la nature pour enfermer les feuilles dans les bourgeons, okay, avant qu'ils se déploient. Alors, si elle a fait ça et qu'elle n'a pas fait autre chose, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors, en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que ces structures-là,
elle dépense très peu d'énergie pour être dépliée. Donc, on commence à avoir une bonne raison de le faire, du coup. Alors, avant de passer à celui-ci, je vais vous montrer un autre. Alors, ça, c'est je ne sais même plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Bon, bref. C'est une variante du pliage de Miura. Alors, je croyais que je l'avais fait en grand. Bon, alors, il est là en grand, mais je l'ai collé, je suis désolé. Bon, alors, c'est pas grave. Là, ça fait une sorte de tuyau. OK. Alors, celui-là, il est beaucoup utilisé, notamment en ingénierie et dans l'industrie. Alors, pourquoi il est utilisé? On va voir ça tout de suite. Alors, par exemple, si je mets là, il ne faut pas que je me loupe. OK, je le mets là. Donc là, j'en ai fabriqué un exprès, puis je tape dessus. OK. Alors, si je fais ça, oh, il est encore là. Pourtant, c'est du papier, il ne s'est pas trop déformé. D'ailleurs, il ne s'est même pas déformé du tout. Pourtant, je n'ai pas hésité à taper. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les propriétés mécaniques d'un objet ne sont pas seulement dues au matériel qui est utilisé, mais ils sont dus notamment à sa structure, et notamment sa structure géométrique. Parce que là, c'est la géométrie qui fait ces propriétés-là. D'ailleurs, vous remarquez que c'est vrai aussi pour le pliage de Miura. Donc là, je vais le manipuler un peu. Vous voyez qu'en fait, on a l'impression qu'ils sont un peu élastiques, ces bouts de papier, alors qu'en fait, un papier, c'est pas élastique du tout. Il n'y a aucune raison. Donc là, il y a un truc qui est très particulier, qui est dû au pliage, qui fait récupérer des propriétés du matériel, enfin de l'objet, qui ne sont pas issus du matériel, justement. Okay. Donc là, tout d'un coup, notamment les ingénieurs ont dit, bon, voilà, il y a quelque chose à faire. Alors, donc, ce que je vais vous montrer maintenant en petit, c'est ce que je devais vous montrer en grand, mais bon, ça n'a pas marché. Donc. Alors, je l'ai refait en petit. Alors, c'est quoi l'autre intérêt de ce truc-là? C'est que, vous voyez que là, c'est un tube. Maintenant, je vais appuyer dessus. Hop, et là, c'est une boule. Donc vous avez un objet qui peut se passer du tube à la boule, comme ça. On pourrait même continuer à plier, ça ferait une espèce d'anneau. Okay. Donc là, on a des objets qui, du coup, se déforment hyper facilement et qui passent d'une structure à une autre. Bon, là, on commence à avoir quand même pas mal de raisons de s'intéresser à ça, même si on n'a pas envie, on se dit quand même, là, il y a quand même quelque chose. Alors, donc du coup, ces origamis qui vont permettre le mouvement vont avoir... ils vont décupler l'imagination des gens qui vont commencer à travailler dessus. Et il y a notamment un cas, c'est le cas qui est ici, qu'on appelle le carré twisté. Alors le carré twisté, c'est un pliage de base qui permet le mouvement. Alors je dois l'avoir quelque part. Alors je vais le faire ici. Hop, que je le fasse bien. Ok, donc là j'ai un petit carré, et hop, vous voyez comment ça fait? Et effectivement, mon carré, alors je peux le faire aussi dans l'autre sens, comme ça peut-être ça va mieux. Vous voyez. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est le carré central là, qui tourne, il se met à tourner. Alors, on se dit, ok, bon, qu'est-ce qu'on peut en faire? Je vous en montre un autre. Du coup, alors il faut que je le fasse dans le bon sens. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mur de Momotani, c'est un origamiste japonais. Vous voyez que là, d'ailleurs, c'est un origami qui est à plat. Okay, il peut être complètement à plat. Donc là, je l'ai coincé dans des livres pour qu'il soit bien plat. Et lui, par contre, on peut aussi le modifier. Okay. Vous voyez que la structure, du coup, en brique initiale, du coup, elle s'ouvre. Okay. Et si vous regardez les structures qui sont mises autour de chaque brique, c'est justement plus ou moins le principe du carré twisté qui est mis ici à chaque bout de brique. Donc on voit que du coup, déjà on va réaliser ce qu'on appelle un pavage du plan, c'est-à-dire on va recouvrir le plan par des formes. Bon, ça, pour la brique, on n'a pas attendu l'origami pour le savoir, on a fait des murs avant. Mais par contre, le fait qu'on puisse transformer à volonté quelque chose qui serait plat en quelque chose qui serait tout d'un coup avec un volume, ça donne des idées. Par exemple, imaginez que ça soit fait avec un matériel qui puisse réagir à la lumière ou au son. Vous pourriez avoir des murs qui du coup modifient leur structure elle-même, par exemple en 3D, pour atténuer le son ou pour absorber plus de, je sais pas, plus de lumière ou moins de lumière, etc. Donc on a pas mal de choses qui vont commencer du coup à devenir importantes.
Alors celui qui possède des propriétés de résistance qui sont très fortes, lui, il a été utilisé notamment pour faire des gilets pare-balles, pour faire des structures plus légères que les structures usuelles, mais aussi résistantes, alors au prix d'une complexité du coup de la structure elle-même. Donc on fait pas. Donc vous voyez que il y a des avantages et des inconvénients. Hein. Ce qu'on perd d'un côté, on gagne de l'autre, mais évidemment il y a quand même un prix à payer. Alors, ces carrés twistés, c'est un peu ce qu'on a vu avec le mur de Momotani. Vous pouvez les imbriquer les uns avec les autres et vous pouvez faire des grandes structures comme ça, remplir des murs entiers. Et si vous tirez des deux côtés, vous avez plein de carrés qui tournent un peu partout. Okay. Donc ça, c'est d'autres exemples de structures qu'on peut faire. Alors, celle-là, celle qui est en bas, là, c'est ce qu'on appelle... j'ai oublié, c'est une sorte de spirale qui se déploie. Alors je l'ai fabriquée, comme ça vous allez la voir. Alors cette... oui, j'ai vraiment oublié, ça me sort de la tête là. Cette structure-là va être utilisée notamment par l'industrie spatiale. Alors on va voir ça dans une petite vidéo juste après. Alors pourquoi elle est utilisée par l'industrie spatiale? Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Donc ça c'est une version simple, d'ailleurs c'est pas tout à fait celle-là mais presque. Vous voyez que c'est un objet qui est tout petit, okay, qui est replié sur lui-même, bon, il ne prend pas beaucoup de place. Et en fait celui-là, il va avoir, donc c'est pareil, c'est que du papier, mais, oups, bon, bah là, c'est pas grave, hop, voilà, c'est les aléas du direct. Alors en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils peuvent bouger, on a l'impression qu'ils sont élastiques. Vous voyez, c'est le même principe que tout à l'heure, on récupère encore une propriété qui est vraiment du matériel, juste par un pliage bien choisi. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est parce que vous voyez que la taille de la feuille, par rapport à la taille de l'objet replié, elle est gigantesque. Okay. Alors pourquoi on s'en est servi? Alors je vous prends... Donc ça c'est celui de la NASA, donc je vous montre aussi. Alors j'espère que je vais faire moins de bêtises. Alors, hop. Mais c'est le même principe. Hein. Hop. Vous voyez? Donc ça se déploie. Alors pourquoi la NASA a eu besoin de ça? Bon, ils avaient un projet, vous savez que dans les années... Alors c'est pas dans les années, c'est en 1995, on ne se rend pas compte, mais c'était la première découverte d'un système d'exoplanètes. C'était la première fois qu'on découvrait un système solaire qui n'était pas le nôtre. Donc tout d'un coup, on se disait, ah, il y a d'autres planètes quand même. On s'en doutait, hein, mais c'est une chose de s'en douter et c'est une chose de les voir en vrai. Donc c'est la première découverte, c'est en 1995. Ce qui se passe après, jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'observations de ces nouvelles planètes. Alors on regarde celles qui ressemblent à la Terre, les systèmes solaires qui ressemblent à notre système solaire, etc. Et puis les différences. Pourquoi on regarde les différences? C'est parce qu'on a quelques théories de constitution de notre système solaire à nous. Et en fait, elles ont toutes été remises en cause depuis qu'on connaît les autres systèmes d'exoplanètes, parce qu'en fait, ils ne marchent pas. Ils ne marchent pas pour tous. Donc, si c'était un procédé qui marchait, il devrait marcher partout, et en fait, ce n'est pas le cas. Donc, par exemple, chez nous, les planètes géantes sont à l'extérieur. Okay, il y a la ceinture d'astéroïdes, à l'intérieur, il y a le système solaire interne, où nous, on est bien à l'abri. À l'extérieur, on a les planètes géantes, Uranus, Neptune, etc. Et bien ça, c'est pas usuel. On peut avoir des systèmes avec des planètes géantes à côté du Soleil. Bon, alors là, du coup, aucun de nos systèmes, nos tentatives pour expliquer la formation du système solaire marche. Donc il y a des vraies raisons scientifiques pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Mais du coup, pour observer ces planètes, en fait, c'est la manière dont ça se passait. Vous verrez aussi une petite vidéo. C'est généralement, on observe une étoile, et puis on regarde, on capte la lumière de cette étoile-là. Et s'il y a une planète qui passe devant, généralement ça doit se voir, parce qu'il y a une courbe de lumière, et puis tout d'un coup, paf, elle descend, hop, elle revient. En fait, c'est le passage de la planète qui passe devant le lieu d'observation. Vous avez hop, paf, hop. Donc on a le temps de parcours, etc., etc. Donc c'est vraiment des informations qui sont importantes. Alors il y a des biais à tout ça, bon bref. Mais ce qui est embêtant, du coup, c'est que si on veut la voir en dehors, nous ce qu'on aimerait bien, c'est la voir en vrai, pour celles qui sont les plus proches. Hein. Il y en a certaines, c'est impossible. Du coup, il faut, je ne sais pas si vous avez déjà, c'est sûr, on l'a tous fait, essayer de regarder le soleil.
Bon, c'est pas une bonne idée. Et pourquoi? Parce qu'on ne voit rien surtout. Mais c'est même vrai d'ailleurs quand on regarde la Lune quand elle est vraiment très brillante, on ne voit plus rien après autour, notamment si vous voulez voir des étoiles. Alors, ce que je viens de dire là, c'est exactement la raison pourquoi la NASA voulait observer vraiment les exoplanètes, mais quand elles tournent autour d'une étoile. Pour faire ça, il faut absolument qu'ils cachent la lumière de l'étoile qu'ils sont en train d'observer. Sauf que pour cacher les étoiles sur les télescopes spatiaux, il ne faut pas juste un petit drap comme ça qu'on met devant en disant ouais, ça va suffire. Non, en fait, les prévisions s'appellent star shade, donc quelque chose qui va bloquer, enfin qui va faire de l'ombre. Okay. Ces trucs-là sont de la taille d'un terrain de football. Bon, alors il faut le transporter aussi. Alors, comment je mets un terrain de football dans une fusée? Comment je fais ensuite? Alors, imaginons qu'on puisse mettre le terrain de football dans la fusée. Bon, ok. Bon, on est sûr que là, on va le plier. Donc déjà, on peut se dire, ouais, super, on va faire de l'origami. Bon. Deuxième chose, il faut le déplier. Bah oui, d'accord, mais dans l'espace, j'ai pas la centrale électrique qui est à côté qui me fournit l'électricité pour déplier ces trucs-là. Comment je fais? Si j'utilise toute l'électricité déjà qui est là pour le faire fonctionner le télescope, c'est mort, enfin ça marche pas. Donc il faut avoir des choses qui coûtent très peu d'énergie. Alors du coup, ça va être justement un des enjeux. Et c'est là où l'histoire du biomimétisme revient. Oui, mais la nature, c'est exactement ce qu'elle fait depuis des centaines de milliers d'années. Elle fait de l'économie d'énergie, elle ne s'amuse pas à utiliser toute l'énergie qu'elle a pour faire pousser une feuille. Elle fait attention, mais elle a trouvé plein d'astuces pour le faire. Bon, faisons pareil. Alors c'est là, en fait, où tous ces systèmes de pliage vont être mis en place pour faire ces développements. Donc, vous voyez que les va-et-vient entre différentes disciplines, là, du coup, ils deviennent importants. Alors, ce qu'on va demander aux mathématiciens, ça va être de dire, du coup, parmi les pliages possibles, quels sont ceux qui dépensent le moins d'énergie. Okay, alors ça, c'est des calculs, c'est des choses qu'on peut faire, et effectivement, on peut donner des réponses. Du coup. On peut voir la résistance de ces matériaux, on peut voir la dépense d'énergie pour les déplier, etc., etc. Donc ça, du coup, ça s'est beaucoup développé. Et essentiellement, je dirais, à partir des années 90, on va avoir une explosion de l'origami mathématique, pour le coup. Donc des vraies conférences où des gens sont mathématiciens et font de l'origami aussi, pour parler d'origami donc entre eux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Hein. Donc ça, c'est un logiciel. De toute façon, la conférence, je pense qu'on pourra la laisser sur un site. Vous pourrez le tester. En fait, ici, vous pouvez tester directement un logiciel qui vous montre les différentes structures et comment elles se modifient. Là où il y a des points où il y a beaucoup de friction, là où il y a beaucoup de besoin d'énergie, etc., etc. Alors, justement, passons... Alors, c'est juste que j'aimerais faire... du coup, construire un origami et puis faire un petit tour de magie. Donc, il faut juste qu'il nous reste peut-être 15-20 minutes. Combien il nous reste là? Je ne sais pas. C'est bon? Bon, donc là, comme on le disait, ils montrent l'origami et ils vont... donc ça, c'est ce qu'on a dit. On peut faire plein de choses. Et là, ce qu'on va voir, c'est comment ils vont l'utiliser, voilà, dans différents domaines. Alors, vous voyez que là, à un moment, on a vu quelque chose qui s'ouvre dans une veine, ce qu'on appelle un stent. Ça, c'est fait avec ce genre de pliage. Vous voyez, celui qui grossit quand j'appuie dessus. Okay, typiquement, en fait, il va ouvrir les veines pour laisser passer le sang. Quand c'est trop visqueux, paf, la pression fait qu'il augmente. Ça, c'est à la station internationale. Et on voit qu'en fait, alors ça, c'est des choses qui sont déjà plus classiques, mais on voit bien que là, il faut un certain pliage pour les mettre aussi dedans. Et ce qui va être intéressant, c'est ça. Vous voyez, donc là, c'est des ingénieurs, hein, tout ce qu'il y a de plus sérieux, mais qui passent leur temps à fabriquer des origamis. Et on va le voir. Donc ça, bon, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour le faire. Voilà. Ça, c'est celui que je vous ai montré. Donc, d'ailleurs, vous aurez la possibilité de le faire chez vous, parce qu'on a imprimé un certain nombre de feuilles, vous pouvez vous-même plier ces choses. Dans tous les cas, par exemple celui qu'on vient de voir, qui se déplie là, voilà, donc ça c'est l'essence, c'est ce que je vous racontais. On veut bloquer la lumière du soleil pour mieux voir, sinon on ne voit rien. Hop. Et on veut voir le passage.
Donc là, vous voyez la courbe de lumière qui est la ligne. Donc ça s'appelle effectivement la méthode de transit. Vous voyez là la petite planète? Hop. Donc ils vont faire exactement ce qu'on fait si on voulait faire de la photo avec d'un truc qui est autour du Soleil. Hop, vous voyez, on veut le cacher. Alors le problème, c'est la taille en fait de l'objet. Donc à un moment, ils vont faire une comparaison et je pense qu'on va voir la taille de l'objet. Donc il faut déployer ces grandes structures assez loin du télescope pour pas que ça perturbe. Voilà, hop, on cache et là on peut voir un peu mieux les planètes qui passent. Ça, c'est la taille justement du fameux star shade. Donc là, on imagine bien qu'effectivement, il faut réfléchir avant de l'envoyer dans l'espace. Déjà, il faut l'envoyer. Voilà. Et vous voyez qu'il le tourne avec une seule main. Il déploie la structure. Donc ça, c'est le problème de l'économie d'énergie pour déployer la structure. Donc on a plusieurs problèmes là. On a le rendre petit, le redéployer, mais le redéployer avec très peu d'énergie. Donc il y a beaucoup de contraintes en fait sur ce type d'objet. Et donc, ben voilà. Donc ils vont faire des pliages et tester. Là, on peut arrêter. Oui. Ok. Donc, ça va être utilisé en médecine, comme on a vu. Ça va être utilisé en médecine pour plein de raisons. Puisqu'on sait plier, on sait réduire. Mais si on sait réduire, ça veut dire qu'on peut faire des objets qui interviennent vraiment dans les opérations, par exemple, quand on veut faire une opération du corps humain. Bah vous savez que malheureusement, si vous faites une grande ouverture, plus l'ouverture est grande dans le corps, plus vous avez des chances d'infection ou de faire rentrer des choses que vous ne voulez pas avoir. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des outils qui soient miniaturisés. Alors, comment on fait pour miniaturiser ces choses-là? Bah, l'origami permet de le faire, parce qu'on voit bien qu'en fait, ça permet de déployer des structures qu'on a d'abord rendues tout petites, mais par un autre procédé, une fois qu'ils sont à l'intérieur du corps, ce n'est pas un problème de les déployer. C'est vraiment pour les faire rentrer et d'avoir le plus petite incision possible. Alors ça, c'est justement les principes d'origami qui vont permettre de faire ça. Donc il y a toute une industrie qui s'est développée autour de ça. On va aussi avoir les cas où... alors celui-là, je ne sais pas si on peut le voir un peu, parce qu'il est marron, en fait. On a de la chance que ça fonctionne. C'est dommage pour celui qui était japonais, parce qu'il est vraiment marron. Mais bon, enfin, ok. Donc ça, c'est un projet de Boston University. Et vous voyez que là, c'est un pliage en origami, mais qui réagit à, je pense, à un champ magnétique. Et vous voyez qu'il se plie. Et il se plie exactement comme ces choses-là. Sauf que du coup, ce pliage, vous pouvez modifier l'effet d'aimantation, et puis du coup, le faire se déplier, replier. Et du coup, il bouge. Et vous voyez, regardez. Bon, c'est trop fort. Bon, ouais, je trouve ça marrant. Et bon, mis à part le fait que ça soit marrant, du coup, on peut imaginer plein de choses là-dessus. Alors, il y a plein de films d'anticipation qui utilisent des micro-robots. Hein. Ben là, on y est, pour de vrai. Alors, en fait, il y a même d'autres cas. Alors, en plus, ils sont biodégradables, donc bon, ça, c'est cool. Donc, il y a plein de bonnes raisons de faire ça. Une des raisons, c'est que vous voyez que ces micro-robots, ben, du coup, si on les miniaturise encore, on pourrait imaginer qu'ils aillent à un endroit porté. Par exemple, imaginez que vous voulez atteindre un endroit du corps ou un endroit qui est vraiment trop petit et vous ne savez pas exactement où ça envoyer. Généralement, on envoie une grosse dose, puis on dit, bon, bah là, au moins, on est sûr que ça va taper au moins l'endroit que je veux. Alors que si c'est miniaturisé, vous pouvez essayer du coup, de localiser beaucoup mieux et d'envoyer là où il faut. Donc il y a plein d'enjeux en fait, hein, en termes pratiques de ces pliages et de ces miniaturisations induits par le pliage. Et vous voyez que là, le fait que ça soit possible de les transformer, donc qu'ils puissent avoir un mouvement, ça c'est super important, parce que là on voit que du coup ça induit d'autres propriétés. On peut fabriquer des objets qui ont des propriétés qui sont complètement folles. Bon, on va s'arrêter là. Alors, donc du coup, là, je vais vous faire un tour de magie, du coup. Donc, évidemment, là où on pourrait terminer, en fait, là-dessus, c'est que ce que vous pouvez voir, c'est que
Donc les mathématiques ont permis de sortir l'origami de l'aspect juste artistique. Du coup, ça a permis de mettre au point des outils qui sont par contre accessibles à tout le monde. Voilà, donc là on a un vrai pouvoir du coup, hein, c'est l'accès par le biais d'une abstraction mathématique à tout le monde à ces fameux pillages. Et en plus, en le faisant, on augmente les possibilités de l'origami elle-même. Donc là, on a tout gagné. Donc, principalement, c'est pris en charge par les ingénieurs, une fois qu'on a ça, pour des propriétés. Mais on a un beau transfert entre un art, une abstraction qui est due aux maths, des outils qui sont développés par les maths qui permettent de repenser cet ensemble-là, un transfert vers la technologie, là, qui est dû aux ingénieurs, qui utilisent les propriétés de ces pliages et de ces matériaux. Okay. Donc je pense que, et c'est très récent, donc là on n'est pas, je pense qu'on aura d'autres surprises qui vont nous attendre. Alors là en attendant, je vais vous faire un tour. Alors peut-être, ce qu'on peut faire, c'est déjà en plier une. On parle d'origami, autant en faire un pliage. Alors je ne sais pas si on aura des feuilles pour tout le monde du coup, mais on va peut-être en faire une. Alors celle qu'on va faire, c'est celle-ci. Okay, c'est la double hélice d'ADN. Alors pourquoi on va la faire? Parce qu'elle a des propriétés, celle-ci, qui permettent le pliage. Alors je ne sais pas si vous avez tous... Donc je vais la déplier exprès. Si je la déplie, vous voyez que c'est juste une bande de papier. Okay. Et puis en fait, la torsion de l'hélice, elle est induite du coup par le pliage. Alors en fait, ces surfaces-là, ce qu'on appelle des surfaces réglées. En fait, elles sont engendrées par un axe et une droite qui tournent autour de cet axe avec une certaine vitesse et qui vont engendrer ce type de surface, par exemple. Donc, du coup, on va vous distribuer des feuilles et vous allez le faire. Okay, je vais vous montrer comment il faut faire. Hop, alors là, on en a quelques-unes. Je pense que j'en ai d'autres. Ouais, vas-y. Hop, et je dois en avoir peut-être d'autres ici. Ah, vas-y. Attends, je vais en garder juste une. Ouais. Oui, c'est bon. Alors attends, on va juste... du coup... Hop, c'est celle-là. Bon, alors là, il faut que j'arrive. Il faudrait que ça soit un peu plus haut, si c'était possible. Donc là, je vais vous montrer comment faire le pliage. Peut-être je peux me mettre devant, non? Ce sera à une meilleure hauteur. Je vais faire le tour. Oh non, je pense que ça va aller. On va faire comme ça. Comme ça, on va mieux voir, peut-être. Hop. J'espère que je ne vais pas tout faire. Là, ça marche? Ok. Bon. Alors, je mets comme ça. Donc, vous allez prendre votre feuille. Ok. Faut pas me faire peur comme ça. Bon. Alors, attends. Bon, vous allez prendre votre feuille et première étape, donc vous voyez, hein, comme ça, vous la pliez en deux. Alors là, tout le monde a compris, on est en train de faire la fameuse bande que je vous ai montrée sur la structure. Hop. Donc la structure est là. Vous voyez que là, on est en train de fabriquer notre bande. Ok? Alors si vous regardez bien ces structures-là, vous voyez qu'il y a deux types de plis. Il y a des plis qui font comme une petite échelle, puis après, il y a des plis diagonaux. Alors, on va d'abord faire les plis qui sont horizontaux. Alors, là, c'est facile. Alors, par contre, essayez de le faire pareil. Alors, vous pouvez vous mettre sur la table. Hein. Là, je le fais juste pour vous montrer. Hein. Vous la pliez en deux. Juste. Hop. Et vous réouvrez. Vous avez votre premier pli valet qui est ici. D'accord? On va voir si vous avez retenu. Ce n'est pas un pli montagne, c'est un pli valet. C'est un pli montagne si vous retournez. Bon, alors là, on reste avec le pli valet. Maintenant, on va faire deux plis encore. Donc, le haut, vous le ramenez vers le milieu, en haut et en bas. Okay, donc ici, je le ramène vers le milieu, je plie. Même chose de l'autre côté, donc vous redépliez. Le haut, vous l'emmenez vers le bas.
là. Et vous redépliez tout. Cette fois, vous avez 3 plis vallés. Bon, maintenant, vous êtes expert, on va continuer. Donc, le pli du haut, vous le mettez sur la première ligne. Alors, il sera un peu différent de celui que j'ai fait parce qu'on va quand même pas faire un aussi grand et un aussi détaillé, mais le principe, vous l'aurez, vous pouvez le refaire chez vous, du coup, avec un peu plus de structure. Et la même chose de l'autre côté. Ok, hop. Alors, ok. Donc cette fois, vous avez vos 3 plis vallés et puis les 2 plus petits en haut et en bas. On est d'accord? C'est bon. Alors maintenant, il faut faire celui-ci et celui-ci. C'est là où il y a une petite astuce. Alors pour ceux qui, je sais pas s'il y a des profs de collège ou qui sont ici ou qui se destinent à devenir profs au hasard, mais par exemple, en fait, ici, c'est un bon exercice sur les fractions. On peut même le faire avec les primaires. C'est que si vous ramenez le bas ici sur la deuxième ligne, ok, le deuxième pli que vous avez, vous verrez qu'en fait, le pli que vous faites, c'est exactement celui qui vous sépare celui-ci en deux. Ok? Donc vous comptez, il y a le haut, vous faites 1, 2, vous ramenez le bas justement sur cette deuxième ligne, vous appliez, et ça vous fait celui qu'il faut. Pareil, vous retournez, hop, premier, deuxième, je prends le bas, je l'emmène sur le deuxième, j'appuie, et c'est vraiment des fractions. Hein. Donc c'est de la proportionnalité, donc ça vaut le coup de l'écrire. Hop, et là maintenant, vous avez un magnifique papier qui ressemble à rien, mais qui ressemble à un papier. Bon, alors on est content, c'est pas encore, ça ressemble pas trop à une double hélice d'ADN hein, encore. Hein. On voit bien que finalement ça tient à pas grand chose. Hein. Alors, par contre, vous voyez que si je la mets, bah, comme tous les plis sont vallés, bah, du coup, elle a tendance à faire un truc un peu comme ça. Là où on va faire apparaître la structure qui torsade, c'est par les plis diagonaux. Alors, comment vous allez faire? Donc, vous regardez dans les yeux votre feuille, vous avez vos plis vallés. Là, maintenant, vous allez faire des diagonales dans chaque petit rectangle. Alors, attention, les diagonales vont être en plis montagne. Alors, ça veut dire quoi? Bah, pour vous, donc là, je le fais comme si cette face était devant vous. Hein. Donc, vous avez un pli vallé ici. Okay? Ce que vous allez faire, c'est une diagonale montagne. Ça veut dire que vous allez plier vers l'arrière. Donc, vous faites la diagonale dans le rectangle. Hop. Alors, la première est plus dure que les autres, parce que malheureusement, on n'a rien pour... hop, vous voyez que là, j'ai un pli vallé ici, et le pli diagonal, je l'ai fait par l'arrière pour faire un pli montagne. Ça va? N'importe. Pas important du tout. Donc là, faites comme vous voulez. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, vous voyez que quand vous avez fait votre pli montagne, si vous appuyez dessus, paf, ça commence à tourner. Vous voyez le truc qui commence à faire clac avec un certain angle. Et l'angle duquel vous tournez, c'est exactement lié à l'angle qu'il y a dans le rectangle. Ok? C'est hop. D'accord? Donc en fait, on voit que suivant la taille des marches que vous allez faire, bah, la rotation va être plus ou moins fine. Ok, c'est pour ça que là... Ben, du coup, maintenant, vous devez faire cette diagonale toujours la même dans tous les rectangles jusqu'à la fin. Donc là, par exemple, je l'ai fait comme ça, ben, je continue. Donc toujours en pli montagne. Hop. Hop. Et puis on y va. Et vous prenez votre temps, ça devrait marcher. Okay. Si vous n'y arrivez pas, vous me le dites et je passe vous voir. Hop, et vous les faites tous, et à la fin, on va voir ce qui se passe. Hop. Alors, si tout se passe bien, vous avez une feuille qui doit ressembler à ça.
Okay, on voit qu'elle commence à torsader, mais c'est pas encore complètement clair que ça fasse une double hélice, hein, quand même. C'est bon, tout le monde là? Alors là, quand vous faites les plis, on voit pourquoi ça a été utilisé dans les écoles, hein, pour les enfants, hein, et notamment au niveau ludique, c'est que on voulait que les enfants manipulent, mais aussi qu'ils aient une certaine expérience de la géométrie et des formes. Hein, vous voyez que là, il y a beaucoup de choses qui se passent quand vous pliez, en fait. Parce que vous récupérez une certaine information sur la manière dont les choses se font. Donc c'est pas anodin. Alors, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la tenir par le haut, comme ça, en haut, et vous allez pousser la première qui est juste en dessous. Clac, elle va se coller. Ok? Vous voyez là? Je ne sais pas si c'est clair. Bon alors. Vous la tenez, et puis vous poussez la marche qui est juste en dessous. Hop, et vous la tenez. Hop. Elle se met à plat. Ok? Et puis vous continuez. Hop. Et ce que vous allez voir, c'est que ça fait un truc qui est tout plat et qui va se mettre sous forme d'un espèce de disque. Okay. Donc, ce que vous obtenez à la fin, c'est ça. Vous appuyez bien fort dessus. Okay. Et quand vous allez le déplier, alors je suis désolé, elle est un peu plus petite, mais quand vous serez chez vous, vous pourrez prendre une plus grande feuille. Ou sinon, vous en collez deux. Deux, ça fera joli. Mais vous avez votre double hélice qui, là, est bien arrivée. Est-ce que tout le monde l'a? Pas tout à fait. C'est passé. Non, c'est parce qu'en fait, c'est parce que... Ok, tout le monde là? C'est bon? Ok, alors si vous en faites deux et que vous voulez les coller pour que ça fasse joli, il faut les faire exactement de la même façon. Parce que si vous inversez le pli de la diagonale, vous n'allez pas pouvoir les coller. Hein, il va y en avoir un qui tourne dans un sens et l'autre qui tourne malheureusement dans l'autre sens. Et là, c'est mort, vous ne pourrez pas les coller. Donc faites attention, souvenez-vous de la manière dont vous allez fabriquer votre petite hélice. D'accord? Ok, donc ça c'était pour vous montrer. Alors ça c'est un exemple, vous voyez, que de pliage qui est assez facile, qui se met à plat. Vous voyez que la structure se met complètement à plat et qui est engendrée, comme je disais, c'est une surface réglée, donc c'est engendré par une droite. Vous voyez qu'en fait, il y a un axe, hop, et en fait, si je voulais créer cette surface, je prendrais juste la petite barre ici et je la ferais tourner en montant autour et ça me fabriquerait la double hélice. Alors ça d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certains objets qui sont vendus comme ça. Alors ce qu'on va faire, j'utilise aussi l'origami. Alors avant je vous montre un truc parce que j'ai carrément oublié. C'est un origami aussi qui est fait avec une seule feuille, mais c'est pas une seule caractère. C'est celui-là. Alors celui-là, il est, vous voyez comment il est, okay. Et là, celui-là, il est dynamique. Donc c'est une seule feuille, et pourtant il bouge. Vous voyez? Donc ça, c'est marrant, parce que du coup, là, on a une vraie modification du objet. Alors pourquoi il y a deux couleurs? C'est parce que simplement, bon, je faut dire que j'ai coloré avec les petites mains, hein, mais donc du coup, c'est parce que c'est une feuille qui a un côté noir, un côté rouge. D'accord? Donc c'est pour ça. Sinon, ça serait rouge. Et là, vous voyez ça. Alors à quoi ressemble la feuille? Parce qu'on peut se dire, mais c'est quoi la taille de la feuille? Voilà la taille de la feuille. Ah, ça se voit pas. D'accord. Donc il faut se méfier un peu des objets. Des fois, on dit oui, bah oui. Donc, par contre, il est facile à faire. Mais par contre, il faut préparer des grandes feuilles. Ok. Alors là, je sens qu'on n'est pas du tout.
mais c'est une feuille triangulaire. Et en fait, l'effet, vous voyez, les spires, hein, les unes avec les autres, plus vous faites une pente qui est très très douce, et plus vous avez un nombre de spires important, et donc plus la figure proche de quelque chose de continu comme uniforme. C'est très beau, et du coup, il faut une feuille qui fait 11 mètres. Donc, on ne peut pas le faire tous les jours. Là maintenant, je vais vous poser un problème qui est dû au magicien Houdini. Alors, ce qu'on ne sait pas, alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Houdini. Harry Houdini, c'était un magicien. Et c'était un magicien qui... J'ai oublié le... Alors, du coup, je reprends le... Voilà. Houdini, c'était un magicien. Donc, il était connu pour s'évader avec des menottes dans l'eau, je ne sais pas quoi. Bon, bref. Il a une mort tragique, mais mis à part ça, en fait, il a publié un livre, d'ailleurs, qui est gratuit sur Internet, parce que depuis le temps, du coup, il est passé dans le domaine public, qui s'appelle Paper Magic. En fait, c'était un fan d'origami et de pliage, et il a vraiment regardé. Et sur scène, il faisait un tour, que je vais vous faire maintenant. D'accord ? Donc, le tour qu'il faisait, c'était celui-là. Il veut, à partir d'une feuille, pouvoir découper une étoile en un seul coup de ciseau. Donc quand je dis un seul coup de ciseau, ça veut dire que j'ai clac, et j'ai une étoile à 5 branches. Bon, alors, c'est là où il ne faut pas que je me trompe, je vais essayer de le faire, en espérant que ça marche. J'avais pris des papiers, en tout cas, logiquement, je dois en avoir quelque part, voilà. Hop. Bon, alors du coup, ciseaux. Et là, je le fais. Alors, on se doute bien que du coup, il faut plier d'une manière ou d'une autre. Là, vous voyez qu'il n'y a pas d'étoile sur ma feuille. Ok ? Donc, on va voir si j'y arrive. Hop. Alors, je prépare. Il y a évidemment un pliage à faire. Alors, d'habitude, je prends des précautions. Je mets une étoile dessus. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Et là, je vais essayer de faire vraiment le tour. Je vois rien. Bon, on va dire que c'est à peu près comme ça. Et après, je vais vous poser la même question, mais à vous, je vais vous distribuer des étoiles. Bon, bah, c'est l'heure de vérité, hein, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Bon, on va voir. Ok. Donc, je coupe. Donc, un seul coup de ciseau, on est d'accord. Donc, ça veut dire que c'est un seul coup en ligne droite. Alors, déjà, effectivement, j'ai fait un seul coup de ciseau et ça marche. Alors, aussi fort qu'Houdini. Hein. Donc, alors maintenant, ça va être à vous. Je vais vous distribuer des étoiles. Alors, on n'a peut-être pas assez d'étoiles du coup. Là, il faudra vous mettre à plusieurs. Peut-être, on n'aura peut-être pas pour tout le monde. Ou sinon, il faut que certains reproduisent la forme de l'étoile sur une feuille, je sais pas. Hop, ben oui, ouais. Ouais, donne un peu à Jean. Donc là, la question que je vous pose maintenant, donc moi je l'ai fait sans dessin. C'est ce que faisait vraiment Houdini. Hein. Là maintenant, moi je vous donne un dessin, et ce que je vous demande, c'est, est-ce que vous êtes capable, vous, avec le dessin, hein, de découper cette étoile en un seul coup de ciseau. Quand vous pensez avoir la réponse, je vous donne le ciseau. Il y en a plusieurs, hein, donc plusieurs peuvent avoir la réponse. Ouais.
Ah bah non, non, parce qu'après on va faire le triangle. Je suis désolé, on n'a peut-être pas pour tout le monde. Euh, non, après c'est des triangles et des rectangles. Il faudrait en refaire sinon sur des feuilles. Ah mais non, mais c'est pas grave ça, parce que le ciseau on peut le passer à. Tu sais ce qu'on peut faire, on peut prendre un marqueur et passer par-dessus un. Ouais, mais ça on va le faire après. Ouais. Attends, si on fait une étoile juste avec. Attends, où est-ce qu'elle est? Ah, il nous aurait fallu un exemple de l'étoile. Bon, remarque, celle-là, elle marche. Hein. Vas-y, fais voir. Oui, c'est pas trop grave si c'est une étoile approximative, hein, c'est le principe qu'il faut avoir. Quelqu'un d'autre a besoin d'une étoile? Alors, quand vous pensez avoir trouvé la solution, ok, je vous donne les ciseaux et vous testez vous-même.
Est-ce que quelqu'un a encore son dessin complet, là, son truc? Ah voilà. Hop, merci. Bon alors, ok. Alors, je sais pas comment il faut faire. Il faut que je me baisse un peu, peut-être. Je sais pas si on entend bien là. Alors, donc là, on a notre étoile. Alors, c'est une étoile à 5 branches. Ok. Alors, il se trouve que cette étoile, elle a une symétrie. Vous voyez que, en fait, il y a un axe ici qui permet d'envoyer un côté sur l'autre. Donc, déjà, ça veut dire que si je veux découper, au lieu de faire mes 10 coups de ciseaux, là, je vais réduire mon nombre de coups de ciseaux en pliant en 2 suivant l'axe de symétrie. Pouf. Ok. Premier. Mais il me reste quand même 1, 2, 3, 4, 5 coups de ciseaux. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on voit qu'il y a moyen d'envoyer ces lignes ici sur au moins celle-ci et celle-ci. On va le faire, on plie. Hop. Il vous reste 1, 2, 3 coups de ciseaux. Vous voyez qu'ici, pour l'instant, on n'a utilisé que des principes de symétrie de l'étoile. Si elle n'était pas symétrique, évidemment, ça ne marche pas. Et donc là, évidemment, quand je regarde des deux côtés, alors si j'ai mal fait mon pli là, mais si mon dessin était bien fait, logiquement, ça doit bien se superposer. Donc il me reste 1, 2, 3 coups de ciseaux. Mais celui-ci, il est symétrique de celui-ci. Donc, je le remets. Ok. Hop. Logiquement, j'obtiens une espèce de V, comme ça. Ok. Mais là, c'est facile de réduire ça. Donc là, il y a 2 coups de ciseaux. Hop et hop. C'est facile de réduire à 1, puisque là, c'est symétrique par rapport à un axe. Je replie en 2. Et là, j'ai effectivement mon coup de ciseau qui va marcher. Fait. Hop. On y va. Hop. Et là, du coup, on est presque aussi fort que Houdini, puisqu'on va avoir notre étoile à 5 branches. Ok. Alors, là, ce qui est intéressant, en général, c'est de savoir ce qu'on a utilisé comme information de la figure pour faire ça. Alors, en fait, moi, je fais ce genre d'exercice avec les professeurs qui vont devenir professeurs de mathématiques, notamment, en collège, en lycée, et aussi avec les profs de primaire. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas tout de faire la construction. Il y a beaucoup de gens en fait qui trouvent le pliage, mais quand on leur demande d'expliquer pourquoi ils ont fait ça comme ça, c'est là où tout d'un coup on manque de vocabulaire, où on ne sait pas ce qu'il faut raconter. J'ai plié comme ça. Mais pourquoi vous avez plié comme ça? Bon, parce que ça avait l'air quand même, elle a l'air symétrique cette figure. Oui, et puis après j'ai refait ça, et puis comme ça. Bon, alors là on comprend rien, et on ne peut pas étendre cette manière de raisonner du coup à une autre figure géométrique. Donc là, ce qu'on voit simplement, c'est que quand même, il y a une symétrie dans la figure, et c'est une symétrie qui est dans tous les axes. Généralement, celle que je vous avais donnée était vraiment bien symétrique, comme il faut, mais on voit qu'il y a des axes de symétrie qui font qu'effectivement, si je plie en 2, suivant un des axes, il y a les plis qui se recouvrent les uns les autres. Donc du coup, je réduis le nombre de plis progressivement. Donc ça, c'est une manière de dire, ok, puisque j'ai mes symétries, hop, je réduis à chaque fois le nombre de coups de ciseaux jusqu'à obtenir l'état final où j'en ai plus qu'un seul à donner. D'accord? Alors, mais maintenant, là, vous êtes trop fort, il y en a plein qui ont réussi, donc du coup, je vais vous donner un truc beaucoup plus dur. Je vais vous donner le rectangle. Okay, on se dit, il est fou ou quoi? Un rectangle, c'est quand même plus simple qu'une étoile. On va voir, du coup. Donc, vous allez faire le rectangle. Okay, alors, si ceux qui n'auront pas de rectangle, vous le faites sur votre feuille, c'est pas non plus... Alors, je vais les découper en 2. Hop. Alors ce qui est trop, c'est qu'on se dit, le rectangle, ça doit être plus facile quand même. Non. Alors pour ceux qui n'ont pas de rectangle, vous décidez un rectangle sur votre feuille. Alors
a un là. Donc, du coup, quand vous voulez un ciseau, vous le demandez. N'importe quelle proportion. Non, un carré, c'est trop facile, il faut quand même pas exagérer. C'est pas que ça peut pas être un carré, ça peut être un carré. Mais c'est trop facile avec un carré. Alors, on va supposer que c'est un rectangle qui ne soit pas non plus le double d'un carré. On est d'accord, hein, parce que sinon, je vois déjà arriver les... Ça fait à peu près 2 carrés, mais logiquement, j'ai fait en sorte que ça ne soit pas exactement 2 carrés. Alors j'espère, hein, parce que... Donc on va voir. Alors, c'est bon? Non, 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 non. Il faut faire un rectangle sur cette feuille. Il faut le dessiner à l'intérieur de la feuille. Il faut trouver un moyen de le découper en un seul coup de ciseau. Ah ben non, sinon le rectangle, évidemment, c'est une feuille, elle est rectangulaire. Ouais. La diapo que j'avais mis, c'est simplement... C'est quoi? Pour quel truc? J'ai pas compris. Le... Là, j'ai que ça. Ah, de toute façon, il sera disponible, hein, on le mettra en ligne, hein, comme ça vous aurez toutes les références. Alors, un volontaire, un test. Ah, quelqu'un a déjà coupé? Ah, tu as réussi. Ah, c'est l'heure de vérité, hein. Alors, on va voir. C'est presque un rectangle par rectangle. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ah oui, bien sûr. Tu l'as fait comment alors? Tu l'as fait? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, quelqu'un d'autre a réussi là? Un test, un test? Bien. Ah, pour l'étoile. Oui, c'est bien, c'est bien. On est d'accord. Alors, si vous obtenez un truc qui n'est pas un rectangle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Bien, bien. Alors, tiens, ça va être toi du coup. Est-ce que tout le monde a essayé au moins une fois? Alors, ce qui est intéressant, c'est de demander à quelqu'un comment il a réussi. Alors, vas-y, explique-nous comment tu as fait ton pliage. C'est pas évident d'expliquer. C'est tout l'intérêt, hein, c'est justement de réussir à formuler ce qu'on a essayé de faire. Alors c'est pas pour rien que pendant longtemps l'origami a été utilisé dans les cours de mathématiques, hein, et notamment dans les petites classes. Parce qu'en fait on apprend déjà deux choses, on apprend de la géométrie, on apprend à avoir une certaine intuition des formes, et en plus il y a des choses qui sont pour réussir à plus ou moins réussir. Alors, Je dirais qu'à chaque pli, ça me permet de réduire un coup de ciseau dans ce pliage. ce qu'elle vient de dire, c'est super important. Et ça, c'est une super bonne remarque. Ce qu'elle dit, c'est que chaque fois qu'elle fait un pli, ça réduit du coup le nombre de choses à découper. Ça, c'est déjà
le plie en deux, sur le milieu. Et après, on refait une deuxième fois pareil. On plie l'angle en deux. Oh, pardon. Donc, on plie l'angle en deux. Ok. Alors, ça c'est vrai. Alors d'ailleurs, elle l'a super bien formulé finalement, parce qu'en fait, c'est effectivement ça qu'il faut dire. Ce qu'on aurait pu juste dire, c'est on prend ce qui sépare l'angle droit en deux. Okay. Bon, ça, on se dit, oui, mais quand c'est pas un angle droit, du coup, comment je vais faire? Bon, réponse, elle a donné la réponse. En fait, on le plie vraiment, on sépare l'angle en deux morceaux égaux. Comme ces deux morceaux égaux, du coup, un côté se rabat sur l'autre. Donc, c'est ce qu'on voit quand on fait la figure. Et effectivement, du coup, lorsqu'on fait ça, si on fait, on a toutes les lignes qui sont les unes par-dessus les autres. Et si on met un coup de ciseau, paf, ça coupe tout d'un seul coup. Bon, très bien. Bravo, c'est bien. Tout le monde a fait comme ça ? Presque. Bon, alors vous êtes trop fort, donc du coup, on va faire le triangle. Et évidemment, pas un triangle spécial, un triangle quelconque. Alors quand je dis quelconque, ça veut dire quoi, un triangle quelconque exactement? Ça veut dire qu'il n'a aucune symétrie. Vous voyez que là, par exemple, pour le rectangle, il y a quand même des petites symétries qui se cachent dessous. Pareil que pour l'étoile. L'étoile, on pouvait tout rabattre les uns sur les autres. Ça, c'est un truc qui est hyper spécial. Pour le rectangle, il y en a déjà pas mal d'axes de symétrie. C'est les axes qui permettent de ramener la figure sur elle-même. Exactement la même. Donc là, on va vous distribuer des triangles, du coup, qui ne sont pas du tout symétriques. Enfin, j'espère, si je les ai bien faits, ils ne le sont pas. Okay. Et pour ceux qui n'en ont pas, en fait, il faudrait prendre un qui en a un qui est imprimé, et puis reproduire sur une feuille. Ok, hop, alors on va couper. Je vais peut-être en garder juste un pour en faire plus. J'ai pas de ciseaux. Qui a un ciseau là? Tiens, alors là, en fait, ce qu'on a utilisé sans le dire, c'est ce qu'on appelle les symétries de la figure. Quand vous avez une symétrie, justement, ça veut dire que, notamment les axes de symétrie, sur le rectangle, je plie en deux, suivant l'axe, et la force superpose.
Hop, ça y est, je reprends le micro. Bon, alors quand vous pensez avoir trouvé, il y a le verdict du découpage. Coup de ciseau. Si vous obtenez un truc qui ressemble à un carré, c'est que c'est pas bon. Généralement, il y a toujours quelqu'un qui trouve. Je suis assez confiant. Ne me faites pas mentir. Alors, je vais vous donner une indication. On a besoin d'utiliser un des résultats dont j'ai parlé pendant l'exposé tout à l'heure. Oh là, ça fait encore plus peur. Finalement, vous allez abandonner tout de suite. Non, c'est mort. Bon. Alors, ceux qui obtiennent des carrés à la place du triangle, c'est que c'est pas bon. Ça a marché ou pas? Ça a marché? Ah! Alors, ouais, alors c'est petit. Disons que c'est... Alors, si vous obtenez un triangle, mais qui est 2 fois plus gros que votre triangle de départ, je ne sais pas si on peut valider. On va dire si on est gentil, on valide, mais on ne sait pas trop du coup. Alors, il faut en faire un peu plus grand, ok, pour voir si ça marche, d'accord? Si tu arrives à récupérer une feuille de quelqu'un pour recopier le triangle, ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on a appris dans les autres pliages? On a appris que les axes de symétrie, c'est important. On a appris avec le deuxième pliage que quand on a un angle, pour ramener un côté sur l'autre, il suffit de diviser l'angle par 2. Ok? Bon, là je vous ai donné déjà pas mal d'indications, je trouve, moi. Alors ça suffit pas, mais c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, vous allez redémontrer à la main, avec votre pliage, un théorème de mathématiques, qui est très joli, en plus. Alors, bon, ceux qui obtiennent des trucs qui ressemblent de loin à un rectangle, pour le triangle, c'est pas bon. Donc on va essayer de voir. Ah oui, là il y a un truc qui s'est mal passé, on ne sait pas pourquoi. Alors oui, mais ça suffit pas justement, il y a un truc... Alors, personne n'a trouvé? Non, c'est pas possible. Alors une fois que quelqu'un aura trouvé, il viendra nous expliquer, parce qu'évidemment c'est ça le but du jeu. Là maintenant personne va trouver. Alors, c'est pas, oui, ça ressemble à une espèce de cerf-volant, mais alors, c'est pas possible. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va l'avoir. Alors c'est pour ça qu'en fait, sur la figure que j'ai faite, a priori, il n'y a pas d'axe de symétrie. Alors c'est fait exprès, parce que sinon on retombe sur le problème de l'étoile. Donc ça, on sait déjà faire. Si on a beaucoup de symétrie, on réduit le nombre de côtés coup par coup. Donc ça, c'est bon. Mais là, justement, j'ai fait en sorte qu'il n'y en ait pas. Alors si vous avez fait un petit dessin chez vous, ou sur votre feuille, qui ressemble à un truc un peu symétrique, malheureusement, fais voir... Ça, si, ça a l'air. Alors, bravo, on a une gagnante. Et maintenant, comme tu l'as fait, tu vas pouvoir nous expliquer. Alors, vas-y. Alors, peut-être, non, il faut mieux que tu... Est-ce que quelqu'un a encore sa feuille complète, du coup? Pas encore découpée? Ouais?
Vas-y, descends, comme ça tu vas montrer à tout. J'espère, merci. Alors, viens. Viens. Comme ça, tout le monde, parce que tu vas le refaire avec ça. Je te le tiens si tu veux. Je te tiens, comme ça, tu n'es pas embêté avec le micro. Oui. Alors, elle a plié une sorte en deux, suivant la bissectrice de l'angle. Alors c'est bien parce que vous voyez que si vous avez des petits élèves, c'est une manière de leur apprendre la géométrie et les termes en même temps. Donc la bissectrice, c'est celle qui coupe l'angle en deux. Alors effectivement, ça fait un axe de symétrie, du coup, il y a un côté qui se rabat sur l'autre. Le problème, c'est que j'ai fait évidemment pas un triangle isocèle. Isocèle, il y aurait deux côtés qui sont de même longueur, et dans ce cas-là, quand vous pliez une seule fois, ça vous fait tout de suite, pouf, ça y est, c'est presque fini. Donc là, c'est trop facile. Évidemment, celui-là, il n'a aucune propriété. Alors, donc là, elle fait son premier pli, donc elle rabat un côté sur l'autre. Alors moi, je te conseille de le faire en voyant les côtés. Voilà. Ok. Alors, vous voyez, donc là, ce qu'elle a fait, elle appuie, elle a pris cet angle-là, ici, et puis elle a plié suivant la bissectrice. Donc effectivement, ce côté-là s'envoie sur ce côté-là. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas tous les deux de la même longueur. Donc si vous faites ça et que vous continuez à plier, c'est mort. Hein. Vous allez obtenir un truc qui fait un espèce de... qui fait un cerf-volant, mais qui ne fait pas le triangle. Alors après. Ouais, vas-y, explique. Elle fait une autre bissectrice, pourquoi pas, c'est une bonne idée. De toute façon, on se doute bien qu'il va falloir les faire, ces bissectrices. Ouais. Ouais. Alors, vas-y, montre-leur. Donc comme ça, vous expliquez. Du coup, la bissectrice qui part du sommet à droite, il faut plier pour que ça soit aligné au sommet. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est là où on voit que quand même faire un cours de maths, ça ne va pas être simple. Hein. Il faut quand même dire plus de choses. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que, alors c'est pas complètement juste. Si on n'utilise que la bissectrice qui est ici, du coup, si vous repliez, malheureusement, vous repliez ce morceau-là pas sur le côté. Donc c'est mort. Alors, mais par contre, faut faire un sous-pliage. Alors là, c'est là où on voit que rédiger des choses et exprimer ce qu'on est en train de faire avec des mots, pour que tout le monde soit OK et refasse exactement la même chose, c'est pas aussi évident que ça. Alors c'est pour ça que souvent, on le fait avec notamment ceux qui préparent les formations pour devenir prof de maths, parce que justement, c'est une manière de leur dire, il y a des fois, c'est pas juste avec des mots. Et je peux vous garantir que sur un amphi entier de professeurs de mathématiques déjà, personne ne m'avait trouvé la bonne façon de l'exprimer. Donc, comme quoi. Alors, elle a quand même réussi, ça veut dire quoi? Alors, l'idée, c'est. Ouais. Généralement, ce qu'on peut tous faire, mais par contre, ça fait un truc bizarre, on peut faire toutes les bissectrices. Vous voyez, ça fait un truc comme ça. Okay, toutes les bissectrices. Alors les bissectrices, elles envoient ce côté-là sur ce côté-là, ce côté-là sur ce côté-là, ce côté-là sur ce côté-là. Mais on voit bien que du coup, c'est pas plat là. Hein. Il y a un truc qui marche pas. Ok? Alors, je pense que du coup, quand on veut pas trop se poser de questions, on appuie dessus. Et puis ça marche. Ça marche en vrai. Alors je pense que à mon avis, tu as dû faire ça à un moment ou à un autre. Parce qu'effectivement, elle a la bonne construction. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ça, vous vous rappelez quand est-ce qu'un origami, un pliage se met à plat? Il se met à plat quand il y a un nombre pair. Il y a combien de plis là? 3. Et ça, jamais de la vie, ça marche. Hein. Donc il nous en manque un. La question, c'est où est-ce qu'on le met, du coup, pour que ça se mette à plat.
Bon, alors, il y a une manière de le faire. Vous pouvez prendre n'importe quel pli orthogonal à un des côtés qui passe par le point d'intersection de toutes les bisectrices. Alors ça, c'est un vrai théorème de mathématiques, hein, le fait que toutes les bisectrices des angles se couplent en un seul point. Alors avant, on faisait ça en quatrième, je ne sais pas quand est-ce qu'on le fait maintenant, mais ça, c'est un vrai résultat de maths, hein, qui n'est pas évident. Donc il y a un point. Okay, on aurait pu imaginer qu'il y a plusieurs points, mais en fait, les intersections des deux bisectrices, il n'y a aucune raison que ça soit la même pour les trois. Ben là, ça marche, il y en a un seul. Donc du coup, vous avez juste à rajouter, on sait que celui-là ne peut jamais se mettre à plat, et qu'il faut rajouter un pli au minimum pour que ça se mette à plat. Comment on le fait? Ben, on le fait de telle manière qu'un côté se renvoie sur lui-même. Donc il doit être orthogonal à un des côtés. Donc vous voyez que là, on utilise beaucoup de maths finalement. Même, et lorsqu'on essaye de le formuler, justement, c'est là où on voit que wow, il va quand même y avoir du travail, mais c'est un bon travail, parce qu'en fait, c'est une manière de comprendre la géométrie, d'utiliser les notions bisectrice, angle droit, symétrie. Et là, effectivement, si je rajoute un pli qui est orthogonal à un des côtés, ben, j'envoie celui-ci sur celui-ci. Je pense que c'est ce que tu avais fait, du coup. Et là, maintenant, là, vous voyez que du coup, des deux côtés, donc en ayant rajouté ce fameux pli qui est orthogonal à un des côtés, j'envoie ce qui n'était pas plié sur lui-même, et cette fois maintenant j'ai une seule ligne. Vas-y. Alors d'ailleurs, déplie celui-là, on va voir. Ok, ça marche, et... Vas-y. Donc elle avait réussi, donc c'est bien. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a commencé à augmenter dans la complexité. Hein. Alors, je pourrais vous... Oui, alors on va s'arrêter là. Je vais juste vous montrer un truc. Hein. Donc merci. C'était pas... Vous t'en avez à toi ou... Je sais pas. Bon, alors, en tout cas, je vais reprendre. Alors, maintenant, ce que je vais vous faire, du coup, c'est on va terminer là-dessus. Pour ceux qui veulent, je pourrais leur distribuer. On va découper cette tortue en un seul coup de ciseau. J'ai préparé avant. Hein. Alors j'espère que c'est bon, sinon la conférence se termine sur un vide monumental. On y va. Bon, pour ceux qui veulent s'entraîner, il y a des tortues à découper, donc vous pourrez repartir avec, et il y a quelques autres formes que vous pourrez utiliser. En tout cas, tous ces trucs-là vous montrent que sur des problèmes qui sont relativement simples en apparence, on apprend déjà énormément au niveau des mathématiques et du raisonnement, et on peut le faire pratiquement à tous les âges. Vous pouvez faire ça avec des primaires, avec des collèges, avec des lycées, avec des universitaires. Ça marche pareil. En fait, finalement, les raisonnements, on s'aperçoit que dès que les objets sont assez simples, on retombe sur des questions qui sont parfois redoutables. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, professeur Cresson. Ben, je pense que voilà, l'interaction avec le public a été aussi menée. Mais bon, si vous avez des questions, c'est le moment. Ceux qui voudront des supports pour découpage ou des références pour ces choses-là, je pense qu'on mettra la conférence en ligne. Donc, dedans, il y a des références à certains livres que j'ai utilisés moi pour préparer cette conférence. Et il y a aussi des supports pour découper. Donc il y en a certains qui sont expliqués complètement. Donc ça c'est bien à tous les âges. Hein. On peut le faire à plein de moments. Aussi bien pour les tout petits que pour les très grands. Ça marche pareil. On ne va pas au même niveau d'explication, mais vraiment, c'est des choses qui sont... Déjà, ils sont marrants à faire et en même temps, on apprend beaucoup.
Donc n'hésitez pas à écrire à mon adresse directement, et puis je vous enverrai tous les supports. Voilà. Ça n'est pas une question, c'est juste une expérience. J'ai visité un jour une société de cartonnerie et ils employaient un mathématicien pour concevoir les découpes Oui. de façon à ce que les cartons puissent être dépliés selon la forme prévue, et en particulier à Noël, ils ont offert une année une boule tirée d'une seule feuille de carton ondulé. Oui, voilà. J'ai une question dans l'utilisation dans l'aéronautique, par exemple, ou dans le bâtiment. Comment ils arrivent à utiliser effectivement cette science-là, mais comment ils arrivent à gérer l'épaisseur? L'épaisseur, alors Ouais. bon, là ça dépasse mes compétences. Ce que je sais, c'est que c'est utilisé par exemple dans la mode, pour la mise au point de certaines robes, certaines structures, etc., pour faire des effets. C'est utilisé dans les revêtements, par exemple, on pourrait en mettre ici. C'est des revêtements qui vont être plus ou moins absorber les sons, donc ils vont avoir des effets d'atténuation. Ça peut absorber des chocs, suivant aussi, parce que c'est comme on l'a vu, hein, si je mets dessus, c'est costaud et pourtant c'est que du papier. Donc il y a plein d'applications comme ça, mais qui mélangent à la fois. Donc, la partie mathématique et origami, elle est au tout début dans la conception des objets et de leurs propriétés. Ensuite, ça se mélange avec de la physique, parce qu'évidemment, les propriétés matérielles de ces choses-là, là c'est plutôt de la physique, c'est plus des maths. Donc la partie maths, elle est essentiellement dans la partie quels sont les types de géométrie qu'on peut capturer avec ce type de pliage. Est-ce qu'il y a des contraintes matérielles? C'est-à-dire que si je veux construire ça de manière industrielle, comment je fais? Là, moi, je le plie avec mes petites mains, mais est-ce qu'une machine pourrait le faire directement, par exemple? Et après, il y a tout ce qui est... par exemple, ce genre de structure, ils ont des propriétés phoniques intéressantes, parce qu'ils vont capturer les ondes, ils vont les mettre dans un certain truc, ils vont les atténuer, donc on peut avoir... C'est pour ça que vous voyez, par exemple, certaines salles qui sont insonorisées avec des murs qui sont tout bizarres. Bon, bah oui, effectivement, les ondes dans ce type de structure, ils vont se perdre, elles vont s'atténuer. Bon, il y a beaucoup d'applications, mais la partie maths, elle est essentiellement dans des questions de réalisation de certaines structures, plutôt que d'autres, dans la possibilité de savoir faire des choses. Voilà. Bon. Il y a d'autres questions, non? Est-ce qu'ils ont trouvé une application qui pourrait imaginer un pliage que l'humain n'a pas encore imaginé? Les applications, il y en a déjà plein, alors je ne sais pas trop. Oui. Les applications, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pour... c'est utilisé dans les constructions pour avoir des matériaux qui sont moins durs, par exemple. On peut avoir la même solidité, la même robustesse avec des matériaux qui sont moins denses. Donc, par exemple, au lieu de mettre une pierre qui soit pleine, vous pouvez avoir une structure qui soit un peu plus légère et qui pourtant a les mêmes propriétés de robustesse, voire de déformation. Donc ça, c'est intéressant. Après, je sais pas. Après, il faudrait voir. Ce que je sais, par exemple, c'est que ça a été utilisé pour des abris d'urgence. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, on peut en fabriquer. Moi, j'en ai fabriqué un à Pau, juste comme ça pour m'amuser, mais c'est des abris, donc on l'a vu, c'est des choses qui peuvent se mettre complètement à plat et qu'on peut redéployer. Donc par exemple, pour des abris d'urgence très rapides, on emmène tout sur un camion, on en met 100, alors que si vous transportez 100 petites toiles de tente, c'est pas la même chose. Là, c'est complètement à plat, puis vous les redéployez quand vous arrivez sur place. Donc ça, à Toulouse, par exemple, il y a des gens qui travaillent sur ce type de support. Donc c'est plus maintenant à mi-chemin entre l'ingénierie et la partie mathématique est juste en amont pour
la possibilité de faire certaines réalisations ou pas. Voilà. Au niveau mathématique, on est plus sur des problèmes de réalisation, là pour le coup algorithmique. Savoir est-ce qu'on peut tout faire, est-ce que tout ce qu'on imagine, on peut vraiment le faire en vrai, à la main ou pas. Il y a des choses qu'on peut... est-ce que tout est décidable? Est-ce que je peux décider que mon origami va avoir telle propriété ou pas? Bon, ça, c'est des problèmes qui sont difficiles, de manière générale. Voilà. Donc on a des choses simples à voir, qui pourtant sont difficiles concrètement au niveau mathématique. Merci beaucoup.